L'éducation thérapeutique du patient à l'officine, ce sera à peu près un siècle de pédagogie, puisqu'on est dans la transmission des savoirs à l'officine. Alors comment va s'effectuer cette transmission? Par quels moyens? Ces moyens vont évoluer dans le temps. De quelle manière? On verra que ça va être d'une manière d'abord très verticale et directive, puis ce sera une façon horizontale et assez collaborative. De quels savoirs également? Des savoirs qui vont évoluer avec les connaissances, des maladies bien sûr, les innovations thérapeutiques et aussi avec la maturité des populations. Les personnes sont mieux éduquées et donc on n'enseigne pas les mêmes choses au début du XIXe siècle qu'à la fin du XXe siècle. Là on voit qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent dans le temps. En revanche, le pharmacien lui est un invariant au fil du temps, c'est-à-dire qu'il reste un professionnel de santé aux compétences qui ont toujours été reconnues et surtout il est d'un accès facile, à la fois facile par la proximité. Il n'y a pas besoin d'entrer avec rendez-vous dans les officines, d'où l'accès facilité. Alors il faut savoir que quand même le pharmacien a été reconnu comme un éducateur de santé par une loi récente de 2009, la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire de 2009. C'est une reconnaissance légale qui est tardive. Dans la pratique, le pharmacien est assimilé à un éducateur depuis plus d'un siècle. Donc je vais vous retracer cette histoire, mais je ne vais m'occuper que du cas de la France. Il faut bien avoir en tête que cette évolution de l'éducation de santé se passe dans un contexte international. Un petit rappel sur la place du pharmacien dans le concept de santé publique. C'est un concept qui apparaît au XIXe siècle dans le cadre de la lutte contre les fléaux sociaux comme l'alcoolisme, les taudis, etc. Et parmi le premier conseil d'hygiène qui est créé donc à Paris en 1802, il rassemble 5 membres et parmi eux 3 quand même sont pharmaciens. Cadet de Gassicourt, Parmentier et Deyeux. Et par la suite, bien sûr, d'autres pharmaciens, d'autres grands noms vont y participer, comme Pelletier et Labaraque. Alors, qui sont ces premiers acteurs de la propagande sanitaire? Là, je fais un saut dans le temps, puisqu'on n'est plus au début du 19e, on est fin 19e, début 20e. On retrouve des médecins, des instituteurs, des infirmières visiteuses également et des pharmaciens. Alors les 3 premiers, médecins, instituteurs et infirmières visiteuses, sont des personnes qui sont rémunérées. Ce qui n'est pas le cas des pharmaciens qui ne sont pas rémunérés pour cette activité de propagande sanitaire. Ce sera toujours le hiatus au niveau de la pharmacie, cette rémunération du pharmacien pour cette activité d'éducation ou de propagande sanitaire. Alors, comment vont-ils faire pour concilier cette éducation thérapeutique, dit-on aujourd'hui, propagande sanitaire à l'époque, et leur activité de commerce? Alors pour ça, j'ai étudié, il y a une profusion de documents sur l'éducation sanitaire. Je les ai classés en 2 groupes, les documents qui sont destinés aux professionnels de santé, les médecins, les pharmaciens, et un deuxième groupe, les documents qui sont destinés aux patients. On va voir au début du XXe siècle quelques initiatives isolées et dispersées de pharmaciens pour éduquer et en même temps se rémunérer. Pour ça, ils vont produire des brochures qui ont 2 fonctions. Elles sont à la fois éducatives, mais elles sont aussi publicitaires. Là, vous avez un exemple d'une revue, alors c'est écrit en tout petit, c'est le journal d'hygiène et de vulgarisation, qui est donc payant. Alors, est-ce que c'est par obligation de mettre un prix et ensuite il le diffuse gratuitement? Ça, je n'ai pas élucidé la question. Donc ce pharmacien, monsieur Beau, à Nîmes, publie ce journal et donc il permet
d'éduquer les familles. Mais il y a d'autres exemples. Le livre de bébé qui est offert par la pharmacie Courage, il y a beaucoup de bébés en effet, et donc par un pharmacien de Rouen. Donc il s'adresse directement aux jeunes mamans en disant « Madame, si vous voulez bien parcourir ce petit livre et le tenir à jour méthodiquement, il vous permettra de vous rendre compte par vous-même de l'état de santé de votre bébé. » Par exemple, un tableau de courbe de poids des bébés. En plus de ces conseils d'hygiène, il y a aussi de la publicité pour la boîte de poudre Floréal que ce pharmacien vendait bien évidemment. Donc là, on était au début du XXe siècle. On se rapproche un petit peu dans le temps. Il va y avoir des groupements de pharmaciens qui vont éditer des brochures, cette fois-ci qui seront vraiment distribuées gratuitement aux clients. Donc par exemple, on a le cas emblématique de la Coper qui se crée, donc un groupement de pharmaciens qui se crée en 1907. Alors au départ, la Coper publie un petit dictionnaire des maladies courantes du docteur Louis. Ce dictionnaire est intéressant parce que 20 francs le 1000, il donne de très bons résultats et il paye largement la dépense qu'il occasionne. Donc ils font ce dictionnaire et ils trouvent que finalement c'est pas encore parfait. Donc ils vont éditer un almanach François. Ceux qui s'intéressent un petit peu à l'histoire de la pharmacie connaissent les almanachs François parce que c'est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement, en particulier dans les années 30. Ils en ont édité un tous les ans et on a toute la collection des almanachs François dans les années 30. C'est assez symptomatique de ces années. Donc apparaît l'almanach François en 1911 qui est offert à ses clients et amis par la pharmacie. Et là, il fallait mettre le cachet de la pharmacie et on savait, on avait une adresse pratique. Donc ce document était annuel et il était très attendu par les clients, surtout ceux de la campagne, parce que c'est un document qui donnait beaucoup d'informations pratiques. Voilà, on arrive dans les années 30, donc j'ai sauté la Première Guerre mondiale, et dans l'entre-deux-guerres, on a une profusion de ces brochures pharmaceutiques qui sont à la fois donc publicitaires et éducatives. Évidemment, là, c'est toujours un petit peu en ordre dispersé. Hein. C'est l'almanach François, c'est la Coper. L'almanach Sogedroff provient d'un autre groupement, un autre syndicat de pharmaciens. Ils éditent aussi le dictionnaire médico-pharmaceutique. On a l'almanach Soba de la firme Soba. Donc tout ça n'est pas très coordonné, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc simplement pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans ces almanachs, donc là on est l'almanach François de 1935 qui insiste sur l'importance de son réseau, ce qui permet d'éduquer plusieurs personnes, qu'elles soient en ville ou dans les campagnes les plus éloignées de France. Et puis ils disent qu'ils ont, si par exemple on remettait toutes les feuilles de papier des almanachs François les unes à côté des autres, eh bien ça recouvrirait complètement Paris. Voilà, pour montrer un petit peu, donner un ordre d'idée de la quantité et du tirage et de l'importance du tirage de ces documents. Ça recouvrirait un train de 45 wagons de 10 tonnes chacun est nécessaire pour le transport. Enfin bon, vous voyez, ils insistent bien sur l'importance de leur distribution. Et ils sont très fiers de ça. L'almanach Baer, lui aussi, s'adresse directement aux patients malades que votre maladie soit grave ou bénigne. Vous trouverez dans l'almanach toutes les indications concernant votre cas et les meilleurs remèdes qui s'y rapportent. Consultez votre pharmacien et faites-lui connaître ce que vous désirez. Il saura vous conseiller consciencieusement car il possède tous les produits excellents. Donc on est vraiment à la frontière entre l'éducation et en même temps la vente. C'est assez complexe. Hein. Donc là, simplement pour vous dire qu'on est bien dans les années 30. Voilà. C'est personnage reconnaissable, on est en 37 là. J'arrive justement à la Seconde Guerre mondiale avec des modifications au niveau de la législation qui vont transformer radicalement le comportement des officinaux. D'abord, il va y avoir une réglementation de la publicité pharmaceutique
c'est-à-dire que il y a un comité pour ça. Les pharmaciens peuvent plus publier trop n'importe quoi, pas faire des publicités comme ils l'entendent. Au moment des lois de Vichy, il va y avoir bien sûr la disparition des groupements et des syndicats. Donc exit tout ce qui est syndicats de pharmaciens, etc. Mais ça va revenir après. Ensuite, il va y avoir des créations de centres nationaux d'éducation sanitaire, ça c'est plutôt une bonne chose. Et surtout en 1942, le docteur Pierre Delors va fonder une revue qui s'appelle La Santé de l'Homme. C'est une revue qui s'adresse aux éducateurs, donc c'est pour éduquer les éducateurs. J'arrive après la Seconde Guerre mondiale. On va passer de ce qu'on appelait la propagande sanitaire à l'éducation sanitaire. C'est important de voir qu'il y a une transition là aussi dans le vocabulaire. En 1945, il y aura la création du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qui va avoir une importance justement pour guider cette éducation thérapeutique. Évidemment, en 1946, les prémices de l'assurance maladie et ça va être aussi très important pour la suite. Et en 1948, la création du Comité national d'éducation sanitaire, démographique et sociale. Les pharmaciens, en particulier le Conseil de l'ordre, va se rendre compte qu'il est important qu'il y ait une indépendance de l'information donnée aux patients et aussi une indépendance de l'information des éducateurs de santé. Ils ne doivent plus dépendre de firmes pharmaceutiques. Ça, c'est vraiment une notion qui va émerger à ce moment-là. On arrive dans les années 50. Il y a un décret qui est publié dans le Code de la santé publique. Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours au service de médecine sociale et de collaborer à la préservation de la santé publique. Donc c'est inscrit dans la loi. 3 figures pharmaceutiques emblématiques vont émerger pour l'organisation de l'éducation du patient.